le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Bonsoir et bon jeudi, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour la présentation. Bonsoir Joannel, bonsoir Roubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. En Inde, plus de 250 000 morts dans le pays. Le virus se déplace en zone rurale. En Inde, la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages. Le 12 mai, le pays a franchi la barre de 250 000 décès, un chiffre qui pourrait être sous-évalué. Voici un reportage de nos confrères de la RT. Sur les bords du Gange, des dizaines de corps échoués. Des images qui révèlent à elles seules l'ampleur de la crise sanitaire que traverse l'Inde. Faute de pouvoir brûler les corps, comme le veut la tradition, des familles endeuillées les jettent dans le fleuve. Nous avons dit à l'administration qu'en raison d'un manque de bois, les morts sont enterrés dans l'eau. Les corps d'environ 12 à 13 villages ont été enterrés dans l'eau. Depuis ce mardi, l'Inde a passé la barre des 250 000 morts dus au Covid-19, un chiffre conséquent, mais bien loin du bilan réel, selon de nombreux experts. Les décès sont beaucoup plus nombreux que ce que nos données officielles révèlent. Même 3 à 4 fois plus serait une sous-estimation. Les hôpitaux sont saturés, plus aucun lit n'est disponible. Le pays doit faire face à une pénurie d'oxygène et de médicaments. On ne peut obtenir des médicaments que sur le marché noir. Un jour, j'ai acheté une dose pour 28 000 roupies. Le lendemain, j'ai acheté 3 autres doses pour le même prix. Et la troisième fois, j'ai dû payer 2 000 roupies de plus. Dépassés par le nombre croissant de morts, les cimetières et crématoriums sont submergés. Partout dans le pays, les bûchers funéraires se multiplient. Avant, on avait jusqu'à 10 corps par jour. Maintenant, c'est plutôt entre 40 et 50. Après les grandes villes, le virus semble toucher l'arrière-pays rural de l'Inde, là où vivent les 2/3 de la population. Conflit israélo-palestinien, retour sur les réunions onusiennes pour tenter de régler le conflit. Une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU, la troisième depuis lundi 10 mai, est prévue vendredi à 10h, 14h GMT. Selon des diplomates, elle sera publique à la différence des deux premières qui se sont déroulées à huis clos et elle devrait se tenir avec une participation de représentants israéliens et palestiniens. Voici un reportage signé France 24. 1947, la toute jeune organisation des Nations Unies propose de mettre fin au mandat britannique et de partager la Palestine en 2 États indépendants, l'un arabe, l'autre juif, et de placer Jérusalem sous régime international. C'est la résolution 181, la première d'une longue liste. En 67, Israël occupe puis annexe Jérusalem-Est, nouvel exode de Palestiniens. L'ONU pose dans sa résolution 242 les principes d'une paix juste et durable. En 73, nouvelle résolution pour demander des négociations pacifiques. L'année suivante, les droits du peuple palestinien à l'indépendance et au retour sont réaffirmés. Suivront alors le premier soulèvement de masse contre l'occupation israélienne, les accords d'Oslo, la seconde intifada et plus récemment l'opération Plomb durci sur Gaza. En 2012, la Palestine se voit accorder le statut d'État non membre observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies. En 2016, le Conseil de sécurité fait un rappel remarqué. Les colonies israéliennes violent le droit international. Depuis des décennies, les innombrables réunions onusiennes sur ce conflit donnent la désagréable impression d'un échec global. Mais sans l'ONU, la situation serait sans doute pire. En décembre dernier, s'apprêtant à quitter ses fonctions de coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, le Bulgare Mladenov martelait « La solution des 2 États est encore possible ». C'est la seule qui puisse permettre aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre dans la paix et la sécurité. Nous restons toujours en Israël. L'escalade de la violence, c'est le spectre d'une guerre civile. Israël est confronté jeudi à une escalade du conflit sur 2 fronts, s'efforçant de réprimer les émeutes entre arabes et juifs dans ses rues. Après plusieurs jours d'échanges de tirs meurtriers avec le Hamas, voici un reportage signé Euronews.
Ils avaient respectivement 11 et 13 ans. Ammar et Hamada, deux cousins tués lors d'un bombardement de l'armée israélienne sur Gaza, ont été enterrés ce jeudi. Ils font partie des quelques 83 Gazaouis tués depuis le début des frappes selon les chiffres du Hamas. À Gaza, l'une des zones d'habitation les plus densément peuplées au monde, nombre de familles ont été contraintes de fuir leur maison. En 4 jours, l'armée israélienne affirme avoir mené 600 frappes sur ce territoire de moins de 400 km². Dans le sud d'Israël, l'armée a déployé le système de protection antimissile dit Dôme de fer. Il va pouvoir intercepter les roquettes tirées depuis Gaza. Près de 1600 visaient l'État hébreu depuis lundi. Israël doit désormais faire face à un deuxième danger, cette fois au sein même de ses frontières. Dans plusieurs villes mixtes, comme ici à Lod, où vivent ensemble juifs et arabes israéliens, des heurts ont encore eu lieu malgré la déclaration de l'état d'urgence. Des images d'agressions très violentes par des juifs extrémistes contre un conducteur arabe, mais également celles d'un juif frappé par des jeunes palestiniens à Jérusalem-Est, ont choqué l'opinion israélienne. En Libye, des combattants pro-Haftar libérés mercredi au cours d'une cérémonie de réconciliation organisée dans la prison de Djeida à Tripoli. Les détenus qui ont combattu aux côtés de Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, ont pu rejoindre leur famille. Voici un reportage signé Africa News. En Libye, 78 combattants pro-Haftar emprisonnés ont été libérés. Mercredi, au cours d'une cérémonie de réconciliation organisée dans la prison de Djeida à Tripoli, les détenus qui ont combattu aux côtés de Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, ont pu rejoindre leur famille. Le ministère de la Justice met l'accent sur la construction d'une nation sans injustice, mais un état de justice, d'égalité des chances et sans exclusion. Nous ne manquerons aucune occasion de soutenir les droits de l'homme. L'événement s'est symboliquement déroulé à la veille de l'Aïd, célébrant la fin du jeûne musulman du Ramadan. Après un an d'affrontement entre les forces armées du gouvernement d'accord national basé à Tripoli et celle du maréchal Haftar qui soutenait une administration à l'est de la Libye, la trêve, suivie du processus de mise en place d'un nouveau gouvernement de transition dirigé par les Nations Unies, a permis que les deux parties échangent des dizaines de prisonniers conformément aux termes du cessez-le-feu. Aux États-Unis, Colonial Pipeline amorce le redémarrage de son oléoduc piraté, alors que les stations en service sont prises d'assaut dans certains États américains par crainte d'une pénurie d'essence. Le groupe Colonial Pipeline, victime d'une cyberattaque la semaine dernière, a repris les opérations de son oléoduc mercredi. Le retour à la normale devrait cependant prendre plusieurs jours. Voici un reportage signé France 24. Un début de panique. Du sud des États-Unis jusqu'à la côte Est, les automobilistes américains se ruent sur leurs stations pour remplir leurs réservoirs et faire des réserves. J'ai essayé 2-3 stations, elles n'avaient plus d'essence. C'est incroyable. Quand je suis arrivée, je me suis dit, il y a une catastrophe qui arrive ou quoi? Ça y est, il n'y en a plus. J'ai pu en remplir pour 11 centimes. La cause, ce gigantesque oléoduc à l'arrêt. Il achemine le pétrole du Texas jusqu'aux portes de New York sur 8900 km avec toutes ses ramifications. Essence, kérosène pour avion, cet oléoduc contribue à la moitié des approvisionnements de la côte Est. Mais samedi dernier, ces systèmes informatiques ont été la cible d'une attaque venue de l'étranger. La crise est remontée immédiatement à la Maison-Blanche. Mon gouvernement prend cette affaire extrêmement au sérieux. Et j'ai été personnellement tenu informé chaque jour depuis l'attaque. Les autorités disent que le problème devrait être réglé d'ici quelques jours. Le groupe responsable de la cyberattaque se prénomme DarkSide et a d'abord été identifié par cet expert israélien. Nous pensons que ce groupe est très sophistiqué, motivé par l'argent. Nous pensons aussi qu'il est basé dans une région aux confins de la Russie, mais nous n'avons pas encore de certitude. DarkSide réclame des rançons jusqu'à 20 millions de dollars selon les cas. Dans un communiqué, le groupe explique qu'il ne recherche que l'argent et pas à déstabiliser la société. Il veut se donner une image de Robin des Bois et prétend aussi, sans preuve, reverser une partie des rançons à des organisations caritatives. Ainsi s'achève la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce jeudi 13 mai 2021. Merci de l'avoir suivi. Présentation Erlich Dorelash depuis Boston, la capitale
des grandes universités du monde. Production Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Repérons la température, repérons la température pour ce jour, température 68 degrés Fahrenheit à Boston, 20 degrés Celsius, à Jacmel 85 degrés Fahrenheit et puis 29 degrés Celsius. Et bonsoir Joannel, bonsoir aux bands, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Rendez-vous c'est pour demain vendredi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.